Des relations au travail, cette fois-ci sous l'angle de la santé, avec notre table intitulée « Le travail, c'est la santé ». Une question centrale, comment le travail peut être un moteur essentiel de la prospérité économique tout en préservant le bien-être des individus. Nos deux expertes vont en débattre tout de suite. Voici, sous vos applaudissements nourris, mesdames et messieurs, Céline Bon, Anne-Sophie Godon, et c'est la journaliste et rédactrice en chef Christine Bouillot qui sera l'animatrice des échanges. Merci Boris. Alors effectivement, sans doute besoin de bouger aussi, de se dégourdir. Ça fait partie des questions de santé au travail, tout ça. Merci mesdames d'être là. On va parler de la santé au travail. Alors, on va pas disserter sur la chanson d'Henri Salvador, pas du tout. On va parler de ce qui fait la nature même des relations, on va dire de l'équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et ce qui fait aussi la thématique de l'entreprise, des salariés en bonne santé. C'est aussi un gage de performance en tous les cas. Mais avant de commencer toutes les deux par parler des collaborateurs, des collaboratrices, on voulait faire un focus, si vous le voulez bien, sur vous, chefs d'entreprise, dirigeants, dirigeantes, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la santé au travail des salariés. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et souvent, on oublie de tourner la tête et de dire au patron, à son dirigeant, à son chef de service, et toi, comment ça va? Je vais commencer avec vous, Céline. Comment ils vont, ces dirigeants? Comment vous les voyez et qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont bien? Alors, bonjour à tous. Je suis ravie qu'on puisse nous poser la question à nous, Prévalis, qui est connu sur Toulouse, puisque nous accompagnons les entreprises toulousaines uniquement sur Toulouse, c'est-à-dire que sur notre territoire, c'est petit, et donc c'est 26 000 entreprises qui sont suivies, et nous sommes plutôt connus, le service de santé au travail et de prévention, pour accompagner les salariés. Mais qu'on nous pose la question sur le chef d'entreprise, eh bien, c'est effectivement une nouveauté, c'est que nous accompagnons aussi le travailleur, mais le travailleur, c'est le salarié, mais c'est aussi le chef d'entreprise et le travailleur indépendant. Et donc, effectivement, puisque nous les accompagnons, on a des chiffres assez précis. Donc, on peut vous donner avec finesse comment va le chef d'entreprise. On pourrait très bien dire, effectivement, par rapport à nos chiffres, 90% des chefs d'entreprise vont bien. Donc, forcément, 10% ne vont pas bien. On peut se dire, bon, ça va, 10%, c'est pas beaucoup. Mais par rapport aux chiffres nationaux, c'est énorme parce qu'en fait, c'est le double. Donc, les chefs d'entreprise sur Toulouse ne vont pas forcément vraiment très bien. Et c'est une préoccupation sur laquelle on va vraiment s'arrêter. On va s'arrêter dans un instant. Chez vous, Anne-Sophie Godon, directrice d'opération de Malakoff Humanis, vous avez enquêté, vous avez des chiffres très précis, justement, sur la santé des dirigeants et des dirigeantes dans leur globalité. Après, on rentrera dans les détails. Comment vont-ils? Comment vont-elles? Comment allez-vous, en fait? Bah écoutez, je crois que vous allez bien. En tout cas, vous allez mieux que les salariés. C'est ce que vous nous avez dit. Tous les 2 ans, on mène un baromètre donc sur la santé des dirigeants. Donc, vous êtes plus de 90% à nous dire que vous allez bien. Là où c'est seulement 65% des salariés qui nous disent la même chose. Donc, voilà, plutôt des bonnes nouvelles. Vous allez mieux, donc bien. Mieux que les salariés, mais aussi mieux qu'il y a 2 ans, notamment en termes de santé mentale. On a vu que la crise du Covid et puis tous les besoins d'adaptation, les difficultés économiques avaient finalement amené à un petit fléchissement de la santé mentale, mais ça va mieux. Voilà, ça va mieux aussi, en tous les cas. Moi, il y a un chiffre qui me fait très plaisir et qui m'inquiète beaucoup du côté des salariés, c'est la consommation de médicaments anxiolytiques, antidépresseurs, psychotropes. C'est presque 20% des salariés qui consomment régulièrement ce type de médicaments. On sait que ces médicaments inhibent la capacité à prendre de décision, et les dirigeants sont seulement 7% à le faire. Donc voilà, ça m'a rassurée sur l'état de santé mentale et la capacité des dirigeants à exercer leur mission. Est-ce qu'il y a un distinguo aussi entre dirigeants avec salariés, des dirigeants TPE, PME, ETI? Ouais, alors les femmes, alors d'abord c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, quand on compare deux populations, c'est intéressant quand même de regarder si c'est à peu près, enfin si la composition est à peu près la même. Bon, il y a beaucoup moins de femmes dirigeantes que de femmes salariées, puisque c'est un peu moins de 30% seulement des dirigeants qui sont des dirigeantes. Et puis il y a un deuxième phénomène chez les dirigeants, c'est qu'ils sont plus âgés.
puisque les plus de 50 ans, les dirigeants de plus de 50 ans, c'est 40% du total, là où chez les salariés, on est plutôt à 25%. Donc quand on compare des chiffres, quand on regarde ces chiffres, il faut penser qu'il y a un peu plus d'hommes et puis un peu plus de personnes âgées. Donc quand on dit qu'ils vont mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en général, quand on est un peu plus vieux, on va un peu moins bien. Alors il y a deux populations sur lesquelles on peut faire un commentaire rapide. Un, les femmes se déclarent en meilleure santé, les femmes dirigeantes se déclarent en meilleure santé que les hommes. Et les dirigeantes auto-entrepreneurs se déclarent par contre en bien moins bon état de santé. Donc on voit quand même que ceux qui sont seuls, isolés, peut-être qui n'ont pas connaissance des dispositifs de santé au travail, voilà, sont plutôt en moins bon état de santé. On reviendra tout à l'heure sur on fait quoi maintenant, on y reviendra, mais on va dérouler comme ça les différents chapitres autour de la santé au travail. On va faire des focus sur différentes catégories, on ne va pas tout aborder. On va s'intéresser notamment... On vient de parler des jeunes, si vous voulez bien, on va parler des seniors. Alors dans les entreprises, seniors, ça dépend à quel âge on met le curseur. Souvent, on est senior à peine après avoir été junior, donc ça va très très vite. Céline, alors la santé des seniors, c'est un prisme sur lequel il faut revenir. Comment on aborde le sujet avec les nouvelles réformes? Évidemment, il va y avoir des questions à se poser. On les pose à partir de quand? Est-ce que ça change fondamentalement la donne en termes de prévention, d'accompagnement? Je sais que vous préférez parler de qualité de vie au travail plutôt que de la santé des seniors, par exemple. Avant de parler de la qualité de vie au travail, effectivement, si on fait un point sur les seniors, c'est à partir de 45 ans. Pour nous, chez Prévaly, on regarde... voilà, pour un senior, c'est 45 ans. Et donc, effectivement, avec l'allongement de la durée de travail, il y a un suivi médical qui se fait à cette période-là, sur lequel on va vraiment avoir un temps partagé avec ce salarié pour lui demander comment il envisage la seconde partie de sa carrière, comment il peut le voir, mais alors c'est toujours sous le prisme quand même de la pénibilité ou des expositions qu'il peut avoir au sein de son entreprise. Donc si on repère avec ces personnes vers 45 ans, au milieu de leur carrière, certains risques, eh bien nous avons mis en place une cellule de maintien dans l'emploi, parce qu'il est très important de ne pas laisser un senior qui puisse aller vers une inaptitude ou s'il est vraiment trop exposé, courir vers une RQTH. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de le maintenir dans l'entreprise. Donc nous avons 7 personnes qui s'occupent de cette cellule, dans laquelle on va d'abord avoir un entretien individuel. Donc c'est pour savoir s'il y a des formations, s'il y a peut-être des reconversions qui sont possibles dans l'entreprise. Et ensuite, nos préventeurs vont aller vraiment collectivement dans l'entreprise. Et là, c'est vraiment un travail qui est fait avec le chef d'entreprise sur comment on va améliorer la condition de travail de cette personne. Voilà, donc là, c'est vraiment, vous voyez, il y a ces 2 phases. Ça s'effectue sur plusieurs mois, puisque le principe, c'est de rester dans l'entreprise. Et ensuite, si on a repéré certaines choses, nous avons une personne qui est dédiée, et ça, c'est très important que les entreprises le sachent, c'est de l'accompagnement sur une aide administrative qui est pour avoir des subventions. Donc, ce sont des subventions qui sont peut-être de type CARSAT, mais pas que, et qui permettent aux entreprises de pouvoir améliorer les conditions de travail. Et donc pour cela, c'est ce que nous faisons. Et je termine sur le senior, c'est vrai que une personne qui arrive et aborde la retraite, si elle a été exposée à des risques cancérogènes, il y a tout un circuit qui va être fait avec la sécurité sociale de telle façon à ce que cette personne puisse, une fois qu'elle est entre guillemets rendue à la vie civile, puisse continuer à être suivie par un médecin et surtout sur le dépistage du cancer. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur la personne âgée. À vous. Alors peut-être quelques éléments. Alors certains évidemment sont assez triviaux, mais avec l'avancée en âge, on est plus susceptible finalement de rencontrer des maladies chroniques. Donc il y a un défi important qui va être exacerbé encore par la mise en œuvre de la réforme des retraites, qui va être d'arriver à concilier maladie chronique et travail. Donc ça, c'est quand même un défi, un sujet dont on ne parle pas tant que ça dans les entreprises, mais il va falloir s'habituer et donc trouver des solutions finalement pour permettre aux salariés de pouvoir continuer à travailler en ayant une maladie chronique. Alors tout ça pour éviter les arrêts longs, puisque les arrêts maladie, alors il y a beaucoup moins de salariés. Alors
Moi, j'aime pas tellement le terme de senior, peut-être parce que j'en fais partie, donc je parle souvent de salariés expérimentés. Mais c'est vrai qu'ils sont moins nombreux à s'arrêter, mais par contre, quand ils s'arrêtent pour des durées longues. Donc c'est vrai qu'il va falloir essayer de faire en sorte d'une part, les accompagner quand ils sont atteints de maladies chroniques, mais aussi faire de la prévention. Cette prévention, on vient d'en parler, c'est à la fois peut-être faire de la prévention en termes de santé individuelle. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment le ministre de la Santé et de la Prévention qui a confirmé qu'à partir du mois d'octobre, les rendez-vous de prévention se mettent en place. Et donc la première tranche pilote, c'est les 45-50 ans. Donc cette tranche-là va se voir proposer à partir du mois d'octobre donc un rendez-vous de prévention. À l'issue de ce rendez-vous de prévention, il y a plusieurs parcours qui seront proposés et qui permettront donc aux personnes de peut-être un peu moins être mieux dépistées et puis de prendre un peu mieux soin de leur santé individuelle. L'autre élément, c'est donc la santé individuelle, c'est le travail. On vient d'en parler, mais c'est le travail sous toutes ses formes. C'est l'adaptation des conditions de travail, mais c'est aussi finalement la possibilité pour chacun de continuer à rester employable, parce que quand on n'est plus employable, ça finit souvent quand même par un arrêt maladie, souvent par des problèmes de santé mentale. Or, les seniors, on ne pense pas à les former. Il y a moins, quand on regarde, les plus de 50 ans, il y en a 1 sur 5 qui a bénéficié d'une formation dans les 5 dernières années. Donc en fait, on ne pense pas à finalement maintenir en emploi ces seniors. Or, le travail, c'est la santé, mais la santé, c'est aussi le travail, et on a besoin d'être maintenu en activité pour pouvoir continuer à travailler. Et donc je pense que c'est un vrai sujet, et il ne faut pas attendre 50 ans. Je crois le dernier message, c'est qu'il faut commencer tôt, parce qu'on n'est pas égaux, et que finalement, notre état de santé à 50 ans, ou à 55 ans, ou à 60 ans, il est le reflet de parcours de vie personnels et professionnels différents. Et donc, il faut réussir, là aussi, comme la table ronde d'avant, à individualiser la gestion de ces personnes. Vous voulez rajouter quelque chose sur ça, sur cet accompagnement des salariés? Moi aussi, j'aime bien le terme expérimenté, parce qu'on pense effectivement aux jeunes générations, on les forme, on les accompagne. On oublie de regarder un petit peu sur les fins de carrière. Qu'est-ce que vous avez comme constat là-dessus? Alors, Prévalie ne forme pas. Non, mais par contre, c'est de la prévention. Quand je vous dis qu'on est véritablement un partenaire pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises nous demandent, nous sollicitent, mais nous, par la connaissance des métiers, puisqu'on voit les salariés et même les chefs d'entreprise régulièrement, on connaît, c'est juste véritablement sur la prévention et faire en sorte que l'on fasse du repérage précoce, mais en fait c'est uniquement ça, pour éviter justement que ce soient des personnes qui sortent du circuit du travail, alors que dans l'entreprise, qu'il l'a employé ou dans une autre, puisqu'ils peuvent effectivement, mais on va les accompagner sur justement trouver des formations qui sont adéquates. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la personne qui vous accompagne, les entreprises, sur la recherche de subventions, c'est justement à ces sujets-là. C'est véritablement faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures. Mais c'est vraiment nouveau, cette recherche de subventions, parce que plein de chefs d'entreprise ne connaissent même pas le fait que ça puisse exister. Dites-nous en plus, puisque vous avez abordé le sujet, c'est-à-dire on vient vous voir et comment ça se passe concrètement? Alors, généralement, nous avons, parce que nos préventeurs qui sont actifs sur le terrain, c'est-à-dire que chez Prévalie, nous nous déplaçons dans les entreprises. Chaque année, il y a plus de 5000 entreprises qui sont suivies, c'est 16 000 actions qui sont faites en milieu du travail. Donc on repère, si on sent, on en parle au chef d'entreprise, on lui dit là, à ce moment-là, on a repéré quelque chose. Alors on a parlé du senior, mais c'est à tout âge, c'est-à-dire que cette aide sur les subventions, c'est pas simplement pour le senior, on est d'accord. C'est dès qu'on a repéré quelqu'un qui serait presque à quitter l'entreprise, parce que l'absentéisme, c'est quand même un fléau qui coûte cher à l'entreprise, et donc c'est pour ça qu'il faut véritablement l'accompagner. Alors, vous avez parlé effectivement de l'accompagnement et du maintien dans l'emploi. Ça m'amène, alors je commence avec vous, Céline. On bascule aussi sur la question de la santé mentale. Il y a une récente étude européenne qui parle d'une aggravation spectaculaire depuis... le Covid, ça a été révélateur, mais peut-être que c'était sous-jacent avant, en Europe. Et ça vient donc en France, et toutes les deux en préparant cette séquence, vous m'en avez parlé. La question de la santé mentale, est-ce qu'elle est prise en compte par les entreprises? Est-ce qu'elle est repérée? Est-ce que c'est un domaine où tout est à faire quasiment?
Alors, tout n'est pas à faire parce que, par exemple, toutes les entreprises, là, si je leur parle des risques psychosociaux, ils vont dire « Ah ben oui, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de ça. » Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que Prévalie va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour ces entreprises, il faut véritablement les accompagner. Il y a, par exemple, tout ce qui est l'addiction en général. Pour l'entreprise, c'est important de ne pas avoir quelqu'un qui boit ou qui fume. Enfin, donc on a embauché un toxicologue qui va accompagner sur ça. Donc ça aussi, sur la santé mentale, on ne se doute pas, mais ça joue énormément. Autre chose, et là je rebondis sur un petit peu le sujet, mais qui est la réalité, c'est la quête de sens. Et pas simplement chez les jeunes, hein, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que là aussi, sur la santé mentale, parfois quelqu'un a un super job, ou peu importe son job, mais il se demande quelle est l'adéquation que j'ai et ma motivation sur mon poste de travail par rapport à mes convictions qui me sont personnelles. Le changement climatique, et moi je fais tout autre chose. Donc le rôle de Prévalie, et là vraiment de la prévention qui est importante, c'est de travailler sur, par exemple, le risque chimique. Et le risque chimique, pratiquement tout le monde, là, ça va de la coiffeuse, enfin même sur des choses plus importantes, mais de pouvoir leur dire, eh bien par exemple, comment tu utilises un autre produit que celui qui est dangereux, qui sera bon pour toi, qui sera bon aussi pour ton client, mais qui sera bon aussi pour l'environnement. Pareil pour la pollution, la qualité de l'air. Donc nos préventeurs travaillent énormément sur ça et c'est vraiment parmi les entreprises, c'est-à-dire que c'est en milieu du travail. Et je terminerai aussi sur les relais de prévention que Prévalie a mis en place et qui vraiment c'est un accompagnement là c'est au niveau réglementaire, c'est-à-dire que chaque entreprise va devoir se doter d'un salarié qui va devenir le référent santé-sécurité. Mais ce salarié-là, lui aussi, a des convictions. Il a véritablement envie que Prévalie puisse l'accompagner sur tout ce qui est environnement. Son environnement de travail est ultra important. Et donc, on va l'aider sur plusieurs séances et tout au long de cette partie. Ce référent-là va véritablement être entouré et va comprendre que l'intérêt qu'il a aussi à mettre en place. Et ça rejoint en fait la qualité de vie au travail. La qualité de la vie au travail, mais c'est celle-ci, c'est mes convictions personnelles, comment elles se mettent en place. Et c'est pour ça que je vous disais, Prévalie est véritablement un conseiller pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises viennent nous voir, mais nous allons les voir. Anne-Sophie Gaudin, sur la question de la santé mentale chez vous. Ouais, ça, c'est un sujet sur lequel on a énormément travaillé. On n'est pas les seuls. Hein. Le gouvernement en a fait une priorité en termes de santé publique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? D'une part, c'est que effectivement, les chiffres sont en dégradation. Hein, et on arrive fin 2022, on avait à peu près 4 salariés sur 10 qui nous disaient être en mauvais état de santé mentale. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est un vrai sujet. Quand on essaie de creuser les raisons de cette santé mentale dégradée, un tiers des salariés dit « c'est mon travail ». Et dans le travail, il faut entendre principalement 2 sujets. C'est l'intensité, la charge de travail d'abord, et puis c'est les rapports sociaux au travail. Tout ce qu'on a évoqué dans la table ronde d'avant, la reconnaissance, l'ambiance, etc. Donc, un tiers nous dit « c'est mon travail » avec ces 2 premiers sujets. Un tiers des salariés nous dit « c'est d'abord ce qui se passe dans ma vie privée », voire c'est l'éco-anxiété. Vous savez, l'éco-anxiété, c'est toute l'inquiétude liée à tout ce qui se passe dans le monde, l'environnement, les guerres, etc. Donc pour un tiers des salariés, quand même, c'est leur vie perso. Là-dedans, ça s'est beaucoup dégradé, évidemment, avec l'inflation. Hein, on retrouve des situations sociales très complexes dans les entreprises. Les familles, on sait très bien que depuis plusieurs années, et ça c'est particulièrement vrai pour les femmes, eh bien c'est compliqué. Il y a une charge familiale qui s'est intensifiée. Donc la famille, les problèmes financiers et l'éco-anxiété, ça c'est ce qui finalement résume les enjeux qui viennent de là. Et puis un tiers des salariés nous disent c'est un peu des deux. C'est-à-dire c'est un peu mon travail et puis c'est un peu ma sphère perso. Et donc, quand on parle de santé mentale en entreprise, on voit bien que ça amène les entreprises à ne pas uniquement, finalement, regarder les problématiques qui se jouent dans le travail, mais aussi à regarder plus largement. Et souvent, les DRH nous disent, ou les dirigeants nous disent, mais comment vous voulez pourquoi d'abord on s'intéresserait? Est-ce que c'est vraiment à nous de nous intéresser à toutes ces fragilités? Et puis, comment on pourrait le savoir? Et souvent, je dis, il y a quand même des données dans les systèmes d'information RH auxquels on ne pense pas. Il y a des données sur, par exemple, les saisies sur salaire, les demandes d'avance sur salaire. On sait où habitent les salariés, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même dans les systèmes d'information des entreprises, il y a quand même des éléments qui pourraient éclairer sur ces fameuses difficultés personnelles. Et pour terminer, on en a aussi parlé juste avant, mais moi, je suis très sensible à ce qui a été dit sur le besoin d'écoute.
des salariés. Et je pense que ces fragilités, on peut les repérer aussi en écoutant les salariés, en discutant, en faisant un peu pivoter aussi les croyances managériales. Je me mets à la place des dirigeants et dirigeantes qui sont là, qui vont peut-être répondre à tout ça. Il y a des sujets sur lesquels moi je suis démunie, c'est-à-dire je ne suis pas psychologue ou je n'ai pas le temps d'écouter et il y a des sujets qui viennent de la maison que je ne peux pas gérer. Quel conseil pour répondre à ça? Ça rejoint. Alors, je pourrais répondre qu'il y a des super assureurs santé et prévoyance qui ont un accompagnement social formidable et qui sont capables de déléguer du personnel compétent dans les entreprises. Donc, je vais répondre ça d'abord, évidemment. Mais ça rejoint une question qui est très importante, qui est la question de la prise en charge. C'est-à-dire de quels sont les réseaux autour de l'entreprise finalement qui peuvent l'aider. Alors évidemment, il y a les services de prévention et de santé au travail, c'est vrai, mais on est confronté aujourd'hui sur cette problématique de la santé mentale à la question absolument centrale du déficit de professionnels. Il y a un manque aujourd'hui de professionnels de santé spécialisés dans ces questions pour prendre en charge les salariés. Il n'y a même pas un salarié sur 2 qui déclare avoir des problèmes de santé mentale qui aujourd'hui est pris en charge. Donc il faut améliorer la prise en charge. Et ça, on a un problème parce qu'on a des déserts médicaux un peu partout en France. Alors ici, je ne sais pas comment c'est sur cette question-là, mais donc il faut savoir s'entourer, et il faut savoir mobiliser les aides sociales auxquelles les entreprises peuvent prétendre pour leurs salariés. Essayer de trouver des solutions pour trouver des réponses aux besoins de consultation et puis bien choisir son assureur santé. Ouais, Céline, alors je reviens, même question, évidemment vous pouvez intervenir, mais comment on gère ces situations qui sont, on l'a entendu, il y a une porosité entre ce qui se passe dans l'entreprise, parfois ce qui se passe dans la maison, les problèmes du monde, donc ça fait beaucoup, et souvent le dirigeant ou la dirigeante n'a pas les épaules, les compétences et le temps et l'énergie surtout pour s'occuper de ces sujets-là. Comment on aborde et comment on prend en compte cette considération-là ? Mais en fait, d'abord, c'est chacun son rôle. Donc, effectivement, les chefs d'entreprise sur Toulouse, il y a Prévalie et dans lequel il y a des psychologues au travail. Mais c'est psychologue au travail. Si, par exemple, le psychologue de Prévalie détecte quelque chose qui n'a aucun rapport avec le travail, mais qui est beaucoup plus personnel, effectivement, on a la chance d'être à Toulouse, sur lequel le désert médical, bon, on ne peut pas dire qu'il existe vraiment, parce qu'on a le CHU, on est quand même bien achalandé, et que l'on peut rapidement renvoyer sur des médecins de ville qui sont très spécifiques. Donc, de ce côté-là... Voilà. Mais l'accompagnement se fait. Et il est repéré. Anne-Sophie. Ouais, j'ai oublié de dire un truc absolument fondamental quand même, c'est le rôle des managers. C'est-à-dire que je pense que, et effectivement, le dirigeant, il connaît souvent d'ailleurs, notamment dans les plus petites entreprises, il connaît tous ses salariés. Mais le rôle du manager, il est clé pour détecter de manière précoce ces situations de fragilité, orienter vers les services RH quand il y a besoin, éventuellement libérer la parole, faire en sorte que finalement on lève les tabous, parce que sur ces sujets, il y a souvent beaucoup de difficultés à en parler. Des super managers, ils doivent tout faire. Hein. Aujourd'hui, ils ont des épaules très larges et très carrées. Petit focus, parce que le chrono tourne. On voulait venir aussi, on voulait évoquer, pardonnez-nous messieurs, mais est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui de prévention de santé au travail de manière genrée? On voit arriver des sujets nouveaux dans la prise en charge, notamment des femmes. On voit des sujets qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Anne-Sophie, sur ces sujets-là, question du genre dans la santé au travail, la qualité de vie au travail. Alors, on a organisé il n'y a pas très longtemps un déjeuner sur ce thème avec quelques DRH. On est resté 3 heures. On a assisté à des débats passionnants avec finalement d'abord comme point d'entrée 3 sujets qui sont un peu différents quand même. C'est d'abord la santé des femmes et c'est vrai qu'on a été amené à parler des règles, de la ménopause, de l'endométriose et tous ces sujets finalement auxquels les femmes sont confrontées pour une partie importante d'entre elles et voilà, qui ne trouvent pas de pendant chez les hommes. Donc il y avait beaucoup de DRH qui défendaient l'idée qu'il fallait essayer de rééquilibrer quelque part et faire en sorte que ces pathologies féminines ne soient pas un handicap pour les femmes. Donc ça a été la première partie de la discussion. Ensuite, on a parlé du rôle important des femmes dans la prise en charge de la santé, qui est aussi, de la santé de la famille, qui crée aussi finalement une autre forme de déséquilibre. Et ça, je crois que c'est assez factuel. C'est en général les femmes qui s'occupent un peu plus de la santé de la famille. Et puis, le 3e sujet de discussion, ça a été
les conditions de travail, comment on fait finalement pour adapter les conditions de travail aux femmes, rendre certains métiers, ça aussi on en a parlé à la table ronde d'avant, rendre certains métiers attractifs, y compris pour des femmes, parce que dans des contextes de pénurie, eh bien, aller chercher peut-être sur des métiers qui ne sont pas typés femmes, essayer de faire en sorte que des femmes aient envie d'y aller, c'était important. Donc voilà, donc quand on parle de femmes et santé, on parle de ces 3 sujets. Et le premier fait beaucoup débat sur voilà, la prise en charge des problématiques spécifiquement féminines dans les entreprises. Donc moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, si ce n'est que voilà, je n'ai pas spécifiquement envie de parler de mes problèmes de santé féminine avec mes collègues, mais peut-être que tout ça changera. Donc il faut peut-être là aussi... C'était voilà. peut-être dans le débat précédent qu'il aurait fallu effectivement aborder la question. Vous parlez aussi de ce nouveau contrat social qu'il faut aussi avancer dans une entreprise à travers la santé. Santé égale aussi performance, ce qui est quand même important de le souligner, de le rappeler. Il y a les obligations, mais en allant sur ce terrain-là, Céline, on va effectivement vers des objectifs de performance également. Et donc ce contrat social est important. Complètement, et comme je ne fais que le répéter, c'est véritablement être un conseiller et un partenaire de la performance économique de l'entreprise. Mais elle va de la qualité de vie, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs sur la qualité de vie au travail, l'attractivité, et donc là aussi pour revenir avec les femmes, mais c'est toujours pareil, les métiers sont assez genrés, et aussi rendre attractifs dans un sexe comme l'autre. Certains métiers, donc ça, nous sommes capables de pouvoir accompagner les entreprises. C'est sur la prévention environnementale, mais aussi juridique. Donc nous avons aussi un juriste qui accompagne les entreprises sur tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire que l'absentéisme peut coûter cher à une entreprise, l'accident du travail peut coûter cher, une maladie professionnelle peut coûter cher. Donc comment on fait pour les accompagner, pour le voir en amont et faire en sorte que ça se passe moins. Enfin, je ne sais pas si vous souhaitiez que l'on avance sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, oui, tout à fait. Et parler de la suite, maintenant, on fait quoi? Enfin, on fait comment? Il y a l'innovation aussi qui est importante dans ces sujets-là. Alors l'innovation, forcément, elle vient naturellement, c'est-à-dire que comme on est vraiment... Enfin, Prévalis, c'est connu, c'est la santé, mais il n'y a pas que, c'est de la prévention qui est active, qui est sur le terrain. Et donc forcément, l'offre que l'on offre aux entreprises, ça c'est redondant, mais enfin, le panel qui est offert est forcément adapté à leurs besoins, c'est-à-dire que ce que nous observons, ce qu'ils nous demandent. Et donc je vous ai dit, donc effectivement c'est sur cette qualité de vie, mais c'est aussi se doter d'un juriste, c'est un toxicologue, donc là aussi c'est nouveau, mais c'est vraiment très important. Donc la cellule de maintien dans l'emploi, ce dont je vous ai parlé, forcément les relais de prévention, c'est aussi l'aide aux subventions, donc tout ça, ça concourt vraiment à la performance économique. Et puis la nouveauté, ce dont on parlait au tout début, c'est vraiment l'accompagnement du chef d'entreprise, c'est-à-dire que l'auto-questionnaire Adèle, très sincèrement, c'est appréciable. Et puis forcément, Prévalis se tourne vers une enquête de satisfaction. Alors c'est tout nouveau, c'est étonnant pour nous parce qu'il n'y a pas lieu d'être, mais malgré tout, on se tourne sur l'adhérent. L'adhérent, c'est primordial pour nous. Bon, il s'avère que sur ce questionnaire, on est à 70% de bonnes réponses. Donc, les gens sont satisfaits. Anne-Sophie, comment on fait maintenant? Quels sont les conseils en conclusion de ce que l'on peut faire pour la santé? Alors, ce n'est pas des sujets nouveaux pour nos intervenants, en tous les cas les gens qui sont dans la salle, mais sur quoi il faut mettre l'accent? Est-ce qu'on revient aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, aux dirigeantes? Ouais. Moi, j'allais vous dire que finalement, la santé de l'entreprise, c'est d'abord la santé de son chef d'entreprise. Donc, si le chef d'entreprise ne va pas bien, l'entreprise n'ira pas bien. Donc, moi, j'ai envie de vous dire à tous, prenez soin de vous. C'était d'ailleurs l'objet d'une discussion sympathique que j'avais à l'heure du déjeuner avec un dirigeant. Donc, c'est pas facile de trouver du temps, mais il faut d'abord prendre soin de vous. D'autant que vous êtes quasiment à la totalité à nous dire que votre santé aussi, finalement, a des répercussions sur celle de vos salariés. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, une fois qu'on a parlé des obligations légales, c'est que moi, j'observe quand même que vous faites tous beaucoup de choses, mais que peut-être là où ça pêche, c'est que vous ne le faites pas assez savoir. Donc il y a effectivement le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc mettre en place des plans de prévention, prioriser, il y a
beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais surtout, je crois qu'il faut le faire savoir. Donc communiquer sur ce que vous faites ou ce que les partenaires que vous avez choisis font. Il faut le formaliser. Alors ça peut être des bilans sociaux individuels, ça peut aussi être... on parlait tout à l'heure du contrat social. Moi, je crois que c'est vraiment un sujet dont il faut parler dans les entreprises. Aujourd'hui, on est un peu happé par les demandes, la demande sociale, des problématiques de recrutement. Donc, finalement, on est plutôt dans une logique on essaie de répondre à la demande et de plus trop, finalement, rappeler qu'un contrat, c'est... Alors, je ne vais pas parler d'autorité, mais... on voit bien quand même qu'on a un peu oublié cette notion de contrat. Donc je crois que c'est aussi le bon moment finalement pour rappeler ce qu'on attend de ces salariés, y compris sur des sujets comme la formation professionnelle ou la santé. Et puisque l'entreprise, effectivement, quels engagements elle va prendre. Donc voilà, mon message c'est vous faites sûrement beaucoup de choses, mais vous prenez trop peu de temps en fait pour le valoriser et pour en parler avec vos salariés. Voilà. Le faire savoir aux autres, c'est important de faire circuler l'information, le message. Oui, parce que sinon, c'est des investissements qui sont pas ou mal rentabilisés, parce que c'est des salariés qui, quand ils auront un problème, ne sauront pas vers qui se tourner. C'est des managers qui vont devoir finalement, comme vous l'avez justement dit, jouer un rôle qui n'est pas forcément le leur. Voilà, donc la communication sociale, la communication interne sur les sujets de santé, de social, elle est absolument clé, elle est souvent négligée. On avait commencé en disant que les dirigeants, les dirigeantes allaient plutôt bien, les salariés un petit peu moins bien, mais ça va quand même pas trop mal non plus, vous diriez, Céline. Du coup, quand même, en conclusion, les conseils qu'on peut donner, c'est de toujours anticiper, c'est de prendre les devants, c'est de ne pas rester seul, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors oui, cela dit, c'est facile à dire, mais à faire, c'est difficile. Oui. Parce que si on ne sait pas que ça existe, donc je pense que c'est aussi à nous d'aller vers et de vraiment faire savoir aux entreprises ce dont elles peuvent bénéficier pour aller mieux. Et effectivement, oui, les salariés vont bien, mais malgré tout, le turnover, on ne va pas refaire la discussion, mais existe. Nous, on le voit bien, c'est-à-dire que chaque année en janvier, nos adhérents déclarent leurs salariés. Il y en a 300 000 en janvier et en décembre, il y en a 400. Donc, on ne peut pas toujours expliquer le fait que ce soit le mécontentement, mais malgré tout, il y a des CDD, ça c'est vrai, on le sait, il y a aussi des créations de postes, mais il y a quand même cet aspect qu'il ne faut pas négliger. Pour conclure, Anne-Cécile, le petit message de fin. Non, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le titre de cette table ronde, c'était « Le travail, c'est la santé ». Alors ça, je crois qu'il faut vraiment en être persuadé. Donc, c'est important. Et puis, la santé, c'est le travail. Et peut-être le paradoxe, c'est que finalement, on est passé d'une époque, il y a quelques dizaines d'années de là, où finalement on attendait de la santé qu'elle permette à l'économie de redémarrer. Et maintenant, le paradoxe, c'est qu'effectivement, les salariés attendent plus de santé de leur entreprise. Donc, il faut... Avec de nouveaux risques aussi, de nouveaux éléments. Exactement. On en a parlé dans la table ronde précédente. Merci à toutes les deux pour cette table ronde, ce check-up complet. Boris, on vous rend le plateau pour les tables rondes suivantes. Merci à vous. On aborde à présent une autre question centrale. Comment redonner du sens au travail? Et là encore, des questionnements complexes vont être adressés par nos experts et expertes. Comment peut-on remotiver les équipes? Comment les directions parviennent-elles à maintenir l'enthousiasme et la motivation? Comment mobiliser les équipes lorsque certaines missions manquent de perspectives fiables? Nos trois invités n'ont pas de réponse toute faite, mais ils et elles partageront avec nous leurs belles expériences respectives. Voici Fabienne Arata, Olivier Griset, Victorien Vanet. C'est Gilles Bousquet, journaliste et responsable du pôle économie du groupe Dépêche du Midi, qui va modérer cet échange. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs.